Salut à tous, je suis Widiane. Et moi, Eliam. Voici l'émission radio des 6e 5 du collège Jean Ferrat. Nous allons vous présenter l'histoire des JO. Tout d'abord, savez-vous qu'il s'agit de la 33e Olympiade ? Un peu de vocabulaire. Qu'appelle-t-on une Olympiade ? C'est une période de 4 ans entre deux célébrations des Jeux Olympiques. Nous allons faire en premier lieu un bond dans le temps avec les JO de 1924. Comment se sont-ils déroulés ? Gabriel, Jude, Liam et Nolan vont tenter de répondre à cette question. Avec Richard Wozniak, historien et spécialiste des Jeux Olympiques. Bonjour Richard. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Et vous ? Ça va. Merci de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Richard, j'ai 45 ans, je suis un expert en communication et notamment en communication de crise. J'ai été journaliste pendant près de 20 ans et notamment spécialisé en sport. Et j'ai écrit en 2021 un livre consacré à l'histoire des Jeux Olympiques. Comment se sont déroulés les JO de 1924 ? C'est une grande question. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les JO de Paris 1924 étaient les deuxièmes Jeux Olympiques organisés à Paris. Les premiers étaient en 1900. Et je ne sais pas si vous connaissez tous un personnage qui s'appelle le baron Pierre de Coubertin, qui a été à l'origine de la renaissance des Jeux Olympiques, parce qu'avant les Jeux Olympiques, c'était dans la Grèce antique. Et en fait, il a relancé les Jeux Olympiques en 1896 en Grèce. En 1900, il y a eu les JO, et en fait, lui, c'était le président du Comité olympique international, ce qu'on appelle le CIO. Et donc, en 1924, il avait décidé de quitter le CIO, et il a voulu se faire un cadeau en offrant à Paris la deuxième Olympiade. Donc, en fait, voilà. Il faut savoir aussi que ces JO de 1924 n'ont pas forcément eu lieu à Paris. Parce qu'à Paris, il y avait très peu de place pour construire des stades et notamment construire un très grand stade. Et donc, du coup, ils se sont essentiellement déroulés dans le département des Hauts-de-Seine, le département 92, et notamment dans la ville de Colombes. En 1924, c'est la première fois où il y a eu un village des athlètes. Mais bon, il y avait quand même des efforts à faire parce qu'à l'époque, dans ce village olympique, il y avait que des hommes. Voilà, les femmes devaient aller vivre à l'hôtel pendant la durée des JO, mais voilà, ce village olympique n'était composé que d'athlètes masculins. Combien y avait-il de disciplines ? En 1924, on compte, je crois que c'était 17 sports et 23 disciplines différentes. À titre de comparaison, aujourd'hui, dans quelques semaines pour les JO de 2024, on aura 32 sports. Combien y avait-il de pays ? En 1924, 44 pays représentés, 44 nations. Et encore une fois, à titre de comparaison, en 2024, il y en aura 203. Donc en fait, au fur et à mesure, ça a été un événement qui s'est de plus en plus mondialisé. Et du coup, en 1924, il y avait déjà les 5 continents qui étaient représentés. Pourquoi les femmes étaient-elles minoritaires ? En 1924, c'était 135 femmes qui ont concouru au JO. Pour Paris 2024, ce seront 5250 femmes représentées au JO. Alors, il faut déjà se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque où on était quand même dans une société où la place de la femme n'était pas du tout celle actuelle. C'était une société assez misogyne, c'est-à-dire où les hommes se croyaient un petit peu quand même supérieurs aux femmes et le sport n'était pas du tout bien vu dans la pratique féminine. Mais on peut, avec notre œil d'aujourd'hui, on peut apporter cette critique, mais voilà, au fur et à mesure de l'histoire, la place de la femme s'est affirmée. En 1924, dans quelle discipline la France a-t-elle eu des médailles d'or ? Alors, là, c'est vrai que tu me poses un peu une colle, je ne suis pas allé jusque-là, mais en fait, on a surtout gagné des médailles en escrime. Ça a été vraiment, et c'est peut-être le sport qui nous a rapporté le plus de médailles dans l'histoire. Et à l'époque,
voilà, on avait des champions, on avait des champions d'escrime et on avait notamment un monsieur qui a gagné 5 médailles en escrime, dont 3 d'or. La France a fini 3e avec 38 médailles au total et je crois que c'était 13 médailles d'or. Mais à l'époque, en fait, les organisateurs des JO, le CIO, ils n'aimaient pas trop qu'il y ait des tableaux de médailles comme ça, de comparaison, parce qu'en fait, ils voulaient surtout que ce soit une fête du sport et ils ne voulaient pas que ce soit une concurrence entre les nations. Et donc ça, ils n'étaient pas très friands de ce classement des médailles. Et c'est le classement des médailles que nous, on aime bien aujourd'hui. Oh là là, la France, elle est 3e, elle est sur le podium, on est content. Mais à l'époque, c'était quand même très très mal vu et c'est par les organisateurs des Jeux Olympiques. Eh bien, merci Richard de nous avoir accordé ce temps. Merci les garçons. De 1924 à 2024, il n'y a qu'un bond. Savais-tu qu'avant, il y avait du tir à la corde ou de la course en sac ? Non, mais tu sais que cette année, la breakdance apparaît. Plusieurs disciplines sont apparues ou ont disparu au cours des JO. Pourquoi ? Comment ? Tuana, Stella, Delia, Aliénor et Amalia vous nous en parlez. Elles ont interrogé Éric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté à l'Olympisme. Bonjour Éric Monin, pouvez-vous vous présenter ? Éric Monin, je suis vice-président de l'Université de Franche-Comté, une université de 30 000 étudiants, 2500 personnes, directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire, ambassadeur de Paris 2024, membre du CIO pour la Commission éducation olympique, administrateur du Comité olympique français et consultant Eurosport. Qui décide de l'entrée et de la sortie des disciplines aux Jeux olympiques et quels sont les critères ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses ont évolué à travers le temps. Avant, nous avions un programme qui était culturellement installé aux Jeux olympiques et on essayait des sports et on appelait ça des sports de démonstration. Maintenant, pour être très concret, pour venir au temps qui nous concerne là, on a des sports et ces sports doivent tout simplement récolter de données. C'est-à-dire qu'on doit avoir un sport qui soit sur tout l'ensemble des continents, qui a un certain nombre de fédérations nationales qui composent la fédération internationale. C'est-à-dire que, par exemple, le judo, il y a 186 CNO, Comité national olympique, 186 pays, qui font partie de la Fédération internationale de judo. La deuxième condition, il faut qu'il y ait un niveau. Et ce niveau, il faut qu'il soit effectif à travers des championnats continentaux, par exemple, championnat d'Europe, des championnats internationaux, type championnat du monde, des grands chelems, etc., pour témoigner d'un niveau international. Et il y a une troisième donnée aujourd'hui qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut pas envisager un sport sans qu'il y ait une mixité, notamment des équipes qui sont proposées aux Jeux olympiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sport qui rentre, c'est un sport qui est immédiatement va proposer des épreuves mixtes. Est-ce que le pays organisateur a son mot à dire ? Ah bien sûr, il a son mot à dire, l'organisateur. Alors pas pour tout. L'organisateur, en fait, ce que vous appelez, vous, l'organisateur, en fait, c'est le COJOP, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, présidé par Tony Estanguet. Eh bien, il a son mot à dire dans le sens où il peut proposer uniquement pour les sports additionnels. Uniquement les sports additionnels. Les 28 autres sports, c'est des choses qui sont closes. On ne revient pas dessus. Pouvez-vous nous citer les disciplines qui ont définitivement disparu des épreuves des Jeux olympiques et celles qui sont revenues et nous expliquer les raisons ? Il y a des disciplines qui ont disparu. Par exemple, le rugby à 15 était aux Jeux olympiques en 1900 et il a disparu. Alors, il a disparu. Pourquoi ? Parce que vous l'avez bien compris que certains sports, en fait, n'étaient pas forcément toujours très médiatiques ou tout simplement très universels. On a un sport qui a disparu aussi, qui était sport de démonstration, c'était la pelote basque en 1900. On va avoir, par exemple, du cricket. On va avoir un certain nombre de sports qui font que le programme, il faut qu'il colle au maximum aux représentations qu'ont les jeunes actuellement. Aujourd'hui, on va favoriser ce qu'on appelle un autre type de sport, ce qu'on appelle les sports urbains. Et ces sports urbains, reflètent
euh, beaucoup la volonté aujourd'hui de la jeunesse, des jeunes, de cette nouvelle génération, d'avoir une approche plutôt sport urbain que sport traditionnel. Sport traditionnel comme le cyclisme, comme la boxe, comme le basket, comme le judo, ça c'est des sports traditionnels. Aujourd'hui, on est plus sur des sports urbains, tels que le break, tels que BMX, tels que le skate, qui sont les sports aujourd'hui sur lesquels mise beaucoup le CEO. Donc, on a des sports, des vieux sports, hein, donc je le redis, hein, par exemple le cricket, par exemple la pelote basque, le rugby à 15, qui ont disparu, eh bien, au bénéfice de sports aujourd'hui qui réunit la jeunesse, parce que la jeunesse est vraiment, vraiment l'objectif poursuivi pour simplement que le système olympique puisse durer dans le temps. Merci de nous avoir répondu. Merci les filles. Maintenant, nous allons découvrir les nouveautés au JO de Paris 2024. Belinda, Célia, Kathleen, Isali et Lorenzo, je vous laisse le micro. Interview avec Yann Salim Abidi, co-entraîneur de l'équipe de France de breakdance. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Yann Salim Abidi, j'ai 43 ans et je suis entraîneur national de breaking à la cellule à l'INSEP. Pourquoi le breakdance n'était pas au JO avant? Parce que justement, c'est une culture de la rue, de base. Et je pense que de base, on n'était pas juste des sportifs, on reste aussi des artistes, quand même, à part entière, pour la plupart. Et même si le milieu des compétitions existait déjà avant et chez nous, on avait un circuit privé ou des circuits... voilà, on avait d'autres circuits que le circuit fédéral ou olympique. Donc, mais je pense que c'est comme on était une culture qui venait de la rue et qui était qui avait un peu de mal à se faire dompter. Quelles sont les règles de ce sport pour la compétition? Pour les JO, ce sera en 1 contre 1, donc c'est un sport d'opposition. Et ça consiste à proposer un set, un round, un passage, enfin, plusieurs d'ailleurs, c'est 2 ou 3 par battle. Donc voilà, après ça se fait, ça dépend des formats. Depuis qu'il y a eu justement l'entrée au jeu, il y a un nouveau format qui s'est créé, c'est qu'il y a des qualifications. Il y a un top, comme il y a beaucoup de danseurs, il y a un top 64, un top 32. Après, on rentre dans un top 16 avec des round robin, où c'est des poules de 4 personnes où tout le monde se rencontre. Et à la fin, les 2 premiers de chaque poule sortent pour faire le top 8, quoi, le quart, la demi et la finale. Et donc c'est sous forme de minutes. Ça dépend aussi si quand c'est en one-one ou par équipe. Ça peut aller de 5 à 12 ou 15 minutes. Et donc c'est un sport d'opposition, donc une équipe ou un adversaire en face et le DJ lance la musique et on doit proposer des mouvements et des rounds avec justement plein de critères, c'est-à-dire la danse, la musicalité, le flow, le style, l'énergie. Après il y a aussi l'exécution, le dynamisme. Après il y a certains mouvements basiques ou certaines choses, la forme, le toucher. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Puis après, il y a tout le côté performance, tout le côté technique, bien sûr, propre au breakdance. On tourne un peu sur la tête, on saute sur les mains et voilà. Êtes-vous content que ce sport soit au JO? Bah oui, parce que déjà de base, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le breaking. J'étais un puriste, on va dire, quelqu'un pas de l'underground forcément, hein, parce que j'ai travaillé dans des compagnies, j'ai fait un peu tout. J'ai fait des comédies musicales, j'ai eu un groupe aussi. J'étais le fondateur d'un groupe qui a gagné pas mal de titres dans les années 2000. Donc j'étais un peu au début réfractaire un peu à tout ça. Moi aussi par cette peur d'être récupéré, parce que j'avais vécu, on va dire, entre guillemets, la récupération du breakdance dans les théâtres, dans le milieu culturel. Donc, mais ça a quand même permis une belle avancée dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'il y ait plein de jeunes danseurs qui puissent devenir intermittents du spectacle, qui puissent travailler, faire des tournées de partout dans le monde. Que est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le breakdance n'est pas à sa place au JO? Les arguments seront différents avec chaque personne. Quand c'est des gens qui sont pas du milieu, qui sont des gens, on va dire, de la population lambda, on va avoir certains arguments. Quand ce sera des gens du milieu du sport, mais pas du break,
on aura d'autres arguments. Et quand c'est des gens de notre communauté qui sont réfractaires aussi à ça, ben, on a d'autres arguments. Mais après, on leur répondra ce que je vous ai dit un peu avant, hein, c'est qu'il y a eu une belle avancée grâce à ça. On a eu aussi la possibilité, ça c'est autre chose dont je ne vous ai pas parlé, mais la transmission. C'est-à-dire que on entraîne le haut niveau, mais on entraîne aussi le collectif national, on entraîne aussi les espoirs. Donc il y a des stages qui se font un peu de partout en France. Et ça, dans le milieu du breaking, ça manquait un peu. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, il n'y avait plus trop le niveau français avait un peu baissé parce qu'il n'y avait pas assez justement de partage des connaissances, de transmission de la part d'équipes de formateurs et de coachs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci les amis. Nous en savons plus sur les nouvelles disciplines. Intéressons-nous maintenant aux sportifs. Yann, sais-tu que plusieurs athlètes sont issus de notre région ? Enzo, les deux Melvin et Tom ont mené l'enquête. Ils vont surtout nous parler de Pierre Quinon. Vous savez, c'est lui qui a donné son nom à notre gymnase. Il y a même une exposition à la médiathèque de Salaise. Laurent Pouget, responsable communication à la mairie, nous présente cette exposition. Bonjour, je m'appelle Laurent Pouget, je suis responsable du service information communication de la ville de Salaise-sur-Sanne. Quel est le sujet de l'exposition que l'on a pu voir à la médiathèque de Salaise ? Alors le sujet de l'exposition tourne autour de Pierre Quinon, qui est champion olympique salésien. On a eu la chance d'avoir un champion olympique sur la commune. Et donc sur les Jeux olympiques, puisqu'on est dans une année olympique. Première tentative à 5,75 m. Oui. Alors là, il va me faire mourir. Là, je crois que le plus dur est fait. 5,75 m, premier essai. Ah, c'est un bien joli saut. Quinon est champion olympique. Eh ben bravo. Quinon est champion olympique avec 5 mètres. Quinon donc, à son saut à 5,75 m. Pourquoi faire une exposition sur Pierre Quinon ? Pierre Quinon, comme je viens de le dire, est salésien. Et donc on a eu l'opportunité d'avoir toutes les médailles, les trophées qu'il a eus quand la famille a vidé la maison de sa maman. Et du coup, le Rhodia Club s'est retrouvé avec toutes ces médailles. Et ils ne savaient pas qu'en faire. Donc ils se sont adressés à la mairie. Et la mairie a dit, oui, on va arriver dans une année olympique. Donc ça va être l'opportunité de faire quelque chose autour de Pierre Quinon. Sachant qu'il y avait déjà une base, puisque le gymnase avait été inauguré il y a 20 ans. Et on avait déjà commencé une exposition sur Pierre Quinon. Donc, puisque le gymnase du collège s'appelle le gymnase Pierre Quinon. C'est dommage, on n'a pas pu voir la médaille olympique. Pourquoi ? Alors la médaille olympique, ce sont ses enfants qui l'ont. Et ils n'ont pas pu venir et nous la faire parvenir dans les temps. Donc du coup, on a une reproduction de la médaille. On a une photo de la médaille, mais pas la médaille en elle-même. Avez-vous déjà rencontré Pierre Quinon ? Alors j'ai eu cette chance-là, il y a 20 ans justement, au moment de l'inauguration du gymnase, il est venu. Et j'ai eu cette chance-là de le rencontrer, de discuter avec lui. Et c'était, voilà, comme je dis, c'est une chance pour moi, puisque c'était quelqu'un de très très humble, très humain, et il m'a raconté justement sa compétition, le moment où il a sauté, il a passé à Los Angeles les 5,75 m. Mais ce n'est pas tout, les garçons. Vous avez également interrogé Renaud Longueur, ancien entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme, et qui connaît très bien Pierre Quinon. Bonjour monsieur, merci de nous accorder quelques instants. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Renaud Longueur, je suis entraîneur d'athlétisme, ancien sauteur à la perche. J'ai été pendant des années entraîneur national de l'équipe de France d'athlétisme. J'ai entraîné des athlètes qui ont gagné des médailles au championnat du monde, comme Ladji Doucouré, qui a été champion du monde du 110 mètres haies. Et puis Héloïse Le Sueur, qui était une athlète qui a été championne d'Europe du saut en longueur. Puis j'ai été manager de l'équipe de France d'athlétisme. Aujourd'hui, je travaille à l'étranger et je suis directeur technique national pour la Fédération israélienne d'athlétisme. Qui était Pierre Quinon ? Pierre Quinon, c'était un très grand champion. Il a été champion olympique de saut à la perche en 1984 à Los Angeles. Avant ça, il a été recordman du monde. Il a battu le record du monde du saut à la perche. C'était à Cologne, en Allemagne, avec 5,82 m. Pierre, c'était un immense champion. Pierre Quinon est arrivé aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'était à l'été 1984. Et puis, les favoris, c'était les Américains, Mike Tully, Earl Bell.
Et Pierre avait une petite blessure. Il avait ressenti une douleur dans la cuisse. Et c'est pour ça que ce jour-là, il sautait avec un bandage, et qu'il n'a pas voulu faire beaucoup de sauts. Mais il a réussi un coup magistral. Il passe 5,75 m au premier essai devant les Américains, devant le public américain. Et il gagne la médaille d'or. Il devient champion olympique. Et c'est à partir de ce moment-là que le saut à la perche français a commencé à pouvoir bomber le torse. Parce que enfin, il y avait un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui gagne. Donc, c'est quelqu'un qui a fait énormément encore pour les perchistes d'aujourd'hui. C'est une source énorme d'inspiration. Quel était le palmarès de Pierre Quinon? Le plus gros titre que Pierre a eu, c'était champion olympique. Mais il a aussi été recordman du monde. Il a été plusieurs fois champion de France, bien sûr. Et je crois qu'il a gagné une médaille au championnat d'Europe en salle, une médaille d'argent. Voilà, mais tu sais, avec le recul, on retient le titre olympique parce que c'est ce qui écrase tout. Qu'a représenté Pierre Quinon pour le saut à la perche en France? C'est une énorme source d'inspiration. Moi-même, j'étais sauteur à la perche et j'ai été émerveillé par ce qu'il a fait. J'avais 13 ans quand il a été champion olympique. Et toute ma génération, moi je suis de la même génération que Jean Galfione, Pierre c'était notre idole tout simplement. Hein. On s'était levé en pleine nuit pour regarder les Jeux Olympiques de Los Angeles et puis on avait été émerveillés. Moi je me souviens d'avoir découpé dans un journal qui s'appelle Paris Match des photos de son titre olympique, de sa réussite. Puis je les avais, j'avais 13 ans et j'étais un jeune athlète qui débutait et j'avais accroché ça sur les murs de ma chambre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci les garçons. Maintenant que nous en savons plus sur le passé et le présent, tournons-nous vers le futur. Eh oui, Yann, ce futur, c'est la candidature de la France pour les JO d'hiver en 2030. La France a accueilli à 3 reprises les Jeux Olympiques d'hiver. À Chamonix en 1924, à Grenoble en 1968, à Albertville en 1992. Face à la Suisse, à la Suède, les Alpes françaises seront officiellement désignées en juillet 2024 comme le théâtre des futurs JO d'hiver de 2030. Merci Eliam pour toutes ces précisions. Maëlie, Aïlia, Aïsima et Khadija vont tout nous expliquer sur ce qu'il va se passer en 2030. Avec Florence Mastada, double médaillée olympique aux JO d'hiver. Merci de nous accorder quelques instants. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Florence Masnada, j'ai fait toujours du ski, mais j'ai fait du ski de compétition pendant, on va dire 20 ans à peu près. J'ai arrêté ma carrière en 99 et j'ai eu 3 médailles de bronze, 2 aux Jeux Olympiques, donc une en 92 et une en 98, enfin en 1900, hein, vous n'étiez pas nés, et une en 99 au championnat du monde, en ski alpin. Donc en ski alpin, c'est slalom, super G, descente, combiné et géant, voilà. D'après vous, pourquoi la France présente-t-elle des atouts pour organiser les JO d'hiver de 2030? Parce que la France, c'est un pays qui s'est très très bien organisé. Les Jeux Olympiques, puisqu'elle a déjà organisé les Jeux Olympiques d'hiver 2 fois. On parle que des Jeux de Paris, mais en fait, les Jeux d'hiver, ils ont eu lieu déjà en 1968 à Grenoble, ensuite en 92 à Albertville. Donc, c'est un pays de neige avec pas mal d'infrastructures, c'est-à-dire des pistes, des télésièges, mais pas que ça, parce que c'est pas que le ski, une piste de bob, quelques patinoires, des pistes de ski de fond, du biathlon, des tremplins de saut. Donc, en fait, l'idée, c'est justement de pas reconstruire des choses qui coûtent de l'argent et qui coûtent à la montagne. Et la France a déjà pas mal de choses. Avec les contraintes écologiques, comment se passe l'organisation des JO? C'est une vraie bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des jeux différents. Enfin, on va être obligé de faire des Jeux Olympiques différents. Et l'idée, c'est de réutiliser les infrastructures. L'idée, c'est de réfléchir à une manière de faire différente. Et c'est peut-être avec les enfants comme vous qu'il faut aussi réfléchir. Qu'est-ce qui vous plaît aussi et comment on peut le faire différemment pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la nature et sur la planète. Et donc faut réfléchir à tout ça. Enfin voilà, c'est pas simple, c'est une bonne question et qui, à mon avis, est pas assez prise en compte. Finalement, peut-on préserver la nature et accueillir les JO? Je pense qu'il faudrait peut-être justement se servir de ça de cet événement pour changer les mentalités, changer
ce type d'événement, peut-être accueillir moins de monde, peut-être accueillir moins de monde, peut-être organiser justement différemment, penser à l'accessibilité, c'est-à-dire comment on accède aux stations, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mobilité, faire des choses, peut-être raccourcir aussi certaines compétitions, qu'il y ait moins de compétitions, que ça dure moins longtemps. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses à réfléchir et je suis pas sûre que. Enfin, en tout cas, faut y réfléchir. Et bien voilà, vous savez tout sur les JO et vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses à vos proches. C'était la 6e 5 depuis le collège Jean Ferrat à Salaise. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé à faire ce podcast. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. À bientôt!